Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Vers un allègement de l'embargo sur les armes en Centrafrique, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le 9 avril une déclaration établissant des critères pour la levée de l'interdiction de la vente des armes en Centrafrique d'ici la fin de l'année 2019. Le Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila remporte la majorité absolue aux élections des gouverneurs, des scrutins qui se sont déroulés le 10 avril 2019 dans 22 des 26 régions de la République démocratique du Congo. Et lancement de la plateforme Legafrique Compta en Côte d'Ivoire, une application pour formaliser les petites et moyennes entreprises qui représentent plus de 80% du tissu économique ivoirien. La Centrafrique pourrait bientôt bénéficier d'une possible levée de l'embargo sur les armes de la part des Nations Unies. Une déclaration allant dans ce sens a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 9 avril. Alors est-ce le symbole d'une sortie de crise? Élément de réponse avec Ashley Duprat. Vers un assouplissement de l'embargo sur les armes en Centrafrique. Le Conseil de sécurité de l'ONU a statué le mardi 9 avril sur une liste de critères pour une possible levée de l'embargo sur les armes d'ici la fin de l'année 2019. Une évolution qui intervient après la signature en février d'un accord de paix avec 14 groupes armés qui avait par ailleurs débouché sur la formation d'un nouveau gouvernement fin mars, incluant des représentants de ces groupes. 2 mois après la signature d'un accord de paix en République centrafricaine, le Conseil de sécurité s'est dit prêt à réexaminer l'embargo sur les armes imposées au gouvernement centrafricain en vue de sa levée éventuelle, à supposer que les autorités du pays fassent avancer la réforme du secteur de la sécurité et la démobilisation des anciens membres de groupes armés. Frappée en 2013 par un embargo total sur les armes, la République centrafricaine a néanmoins bénéficié de quelques exceptions, notamment de la France et de la Russie. Des exceptions accordées au motif de la reconstitution de l'armée centrafricaine. Et pour certains observateurs, l'annonce de cette feuille de route constitue un nouveau pas dans la reconstitution de l'appareil sécuritaire du pays qui peine à s'affirmer. Il y a du moins une petite satisfaction par rapport à cette mesure. Mais ce que souhaite la population centrafricaine, c'est la levée totale de l'embargo. C'est vrai que c'est un petit allègement. Mais ça ne souhaite pas l'ensemble de la population qui souhaite à ce que l'embargo soit totalement levé pour que nos forces armées centrafricaines puissent reprendre le poil de la bête, donc disposer de tous les moyens pour pouvoir assumer leur mission régalienne. La Centrafrique a jusqu'au 30 juin pour justifier ses progrès auprès du Conseil de sécurité. Conseil de sécurité qui se donne jusqu'au 30 septembre 2019 pour décider du réexamen de l'embargo contre la Centrafrique. En République démocratique du Congo, la coalition du Front commun pour le Congo, dirigée par l'ancien président Joseph Kabila, renforce son pouvoir politique. Le FCC a remporté le 10 avril la majorité absolue aux élections des gouverneurs. Notons que le FCC est déjà majoritaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Il n'y a pas eu de surprise à l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs ce mercredi 10 avril en République démocratique du Congo. Le Front commun pour le Congo, la coalition autour de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila, a remporté la victoire sur 17 des 22 provinces où les scrutins ont eu lieu. Kinshasa sera dirigé par Jean-Tini Ngobila du FCC. Je félicite l'élu de Kinshasa. Tout ce que je lui demande, c'est de travailler pour le bonheur de nos équipes. On doit lui accorder du temps, nous allons l'observer. Et nous croyons qu'ensemble, nous allons rebâtir cette ville. Gouverneur et vice-gouverneur dans la capitale congolaise s'est déroulé sous une haute sécurité. Une forte présence policière justifiée par les menaces de représailles des militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social contre leurs députés sur qui pesaient les allégations de corruption. On peut dire que les élus de l'UDPS ont bel et bien répondu à l'appel de la base, c'est-à-dire voter seulement les tickets de l'UDPS. Et c'est ce qui a été constaté. Donc, de par le nombre de voix obtenues par Laurent Batoumona, on peut déjà sous-entendre que l'enjeu de départ était
que les 12 députés de l'UDPS puissent voter simplement les tickets ou les tickets alignés par le parti. La coalition au pouvoir cash du président de la République et de son directeur de cabinet ne remporte qu'une seule province. Même cas pour la coalition Lamouka de Martin Fayoulou. Vu les résultats, 3 provinces vont organiser les seconds tours alors que 4 autres, notamment le Sud Kivu, le Maïndombe, le Sud Ubangi et le Sankuru, où l'ex-ministre de la Communication et des médias Lambert Mende est candidat unique, attendent l'organisation du scrutin. Ce jeudi 11 avril 2019 était un jour historique pour le Soudan. Le président Omar el-Béchir, au pouvoir depuis près de 30 ans, a été renversé par l'armée. Une réponse au soulèvement populaire qui a débuté il y a près de 3 mois. C'est désormais un conseil militaire de transition qui dirige le pays. Pourtant, cette solution est loin de ravir la population. Plus de détails avec Ashley Duprat. Coup de force militaire au Soudan. Le président soudanais Omar el-Béchir a quitté le pouvoir. Après plus de 3 mois de contestation populaire, le chef de l'État a été destitué par l'armée. Le ministre de la Défense a annoncé ce jeudi 11 avril sa destitution et son arrestation, mais aussi celle des dirigeants du pays. J'annonce, en tant que ministre de la Défense, la chute du régime et le placement en détention dans un lieu sûr de son chef. Awad Ahmed Ibn Auf, qui avec la destitution du président aurait été nommé chef du gouvernement de transition. Gouvernement de transition qui s'avère être un conseil militaire installé pour 2 ans. Dans les rues de Khartoum, c'est la liesse, une réponse positive à l'appel de la mouvance populaire qui depuis des mois réclame la fin d'un règne long de 30 ans. C'est un mouvement qui est composé principalement des jeunes de moins de 30 ans et des femmes. Et la participation des femmes dans ce mouvement a été extraordinaire, a été saluée par tous les observateurs qui ont observé ce qui se passe au Soudan depuis 100 jours, et aussi par les revendications politiques qu'il a pourmenées jusqu'au bout, en demandant le départ du général al-Béchir et en s'adressant aussi à partir du 6 avril à l'armée pour lui demander de prendre le relais et de discuter avec les manifestants pour assurer une transition. Si la joie fut le temps d'un instant présente dans les rues du pays, le mouvement populaire n'en est pas moins terminé. Malgré l'instauration d'un couvre-feu nocturne d'une durée d'1 mois, les meneurs du mouvement de contestation rejettent ce coup d'État et promettent de poursuivre les manifestations. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises représentent près de 80% du tissu économique et contribuent pour 18% au produit intérieur brut, mais beaucoup d'entre elles restent informelles, notamment à cause de la complexité des démarches administratives. Une plateforme a été mise en place pour les aider à se régulariser. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. Lourdeur administrative, complexité du processus de formalisation, la peur des textes sont autant d'arguments avancés par les entrepreneurs pour opérer leurs activités dans le secteur informel en Côte d'Ivoire. Conséquence, plus de 80% des acteurs économiques du pays demeurent dans l'informel, selon la Banque mondiale. C'est à la méconnaissance des processus administratifs. Comment est-ce qu'on fait pour se légaliser, par où il faut passer, quel est le guichet unique, les documents à fournir. Très souvent, c'est un processus qui apparaît lent lorsqu'on ne prend pas la peine de bien se renseigner. Pour pallier ces problèmes, Youssouf Ballo et Franck Boni, 2 jeunes entrepreneurs ivoiriens, viennent de lancer une plateforme dénommée Legafric Compta. Sous la forme d'un guichet unique, cette plateforme permet aux entreprises de réunir tous les documents pour faciliter leur enregistrement auprès du Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire. Être formel, c'est un gain pour tout le monde. C'est un gain pour la nation, c'est un gain pour les entrepreneurs eux-mêmes, c'est un gain également pour toute l'économie. L'État de Côte d'Ivoire multiplie les initiatives en termes de dématérialisation et nous venons justement compléter cet effort qui est fait par l'État de Côte d'Ivoire. Legafric Compta, utilisable dans la zone OHADA, composée de 17 pays, propose l'accompagnement juridique, l'appui à la comptabilité grâce à un cabinet d'expertise comptable et d'audit et l'appui à la gestion quotidienne de l'entreprise via un logiciel en ligne qui facilite le quotidien de l'entrepreneur. À la découverte des danses des peuples Massa, une population d'Afrique centrale qui vit au Tchad et au Cameroun. Leurs danses initiatiques sont exécutées à des moments particuliers selon la tradition de ces peuples. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken.
La labada, le guruna et le hihina, trois danses initiatiques qui reflètent l'identité des peuples Massa. Elles mettent en valeur les initiés et leur rite initiatique. C'est le cas de la danse labada. Ici, les initiés les plus puissants, ce sont ces enfants. Après 2 mois passés au sein des forêts sacrées, ils ressortent plus puissants pour parier à toute éventualité négative. Sous la conduite du tout-puissant maître, ici en rouge, le labada n'admet pas les non-initiés dans ses rangs. L'homme Massa, par nature, c'est un danseur. Un danseur, que ce soit dès le bas âge, lors des funérailles, lors des baptêmes. L'homme Massa a de la danse dans la peau, comme dirait quelqu'un. Donc très tôt, que ce soit la jeune fille Massa, le jeune garçon Massa, très tôt, il est initié à la danse. Moins mystérieuse que la labada, la danse guruna, quant à elle, est un signal de vivacité des jeunes hommes en âge de se marier. Pendant la période de la traite du lait dans les forêts, ils doivent consommer en abondance du lait de bétail pour prendre des forces. Une fois de retour dans le village, ils abordent ces pots de chèvre afin d'aller à la conquête de leur fiancé. De manière générale, démontrer la santé, la vigueur. Donc c'est également à cette occasion que de temps en temps, il y a la lutte traditionnelle. Parce que ça va un peu de pair. La lutte traditionnelle et le guruna, le guruwala vont de pair. La danse chez les Massas, c'est aussi des signaux de guerre, de souffrance et de joie. Le hihina, ici dansé exclusivement par les femmes et les jeunes filles, est un enchaînement des sonorités, des moments de réjouissance. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.